Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre podcast sur les traces de la galanterie. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la galanterie dans la littérature. On va voir comment la galanterie a évolué et pourquoi elle a marqué à ce point la littérature. Nous allons explorer ensemble les mythes et les modèles qui ont façonné cette notion au fil du temps. Restez avec nous pour découvrir toutes les réponses à ces questions dans cet épisode, la galanterie dans la littérature, mythes et modèles. Dans l'épisode 1, on a pu voir que la galanterie évoque la courtoisie et la délicatesse et qu'elle s'est répandue en France à partir du XVIIe siècle dans les salons littéraires. Tu savais que le salon littéraire le plus connu de l'époque était tenu par Madeleine de Scudéry et qu'en plus elle était autrice et pour couronner le tout, elle écrivait sur la galanterie en mettant en scène des hommes galants, comme son ouvrage très connu et repris, Clélie. Ah, Seigneur, s'il est vrai que la raison veuille que vous consentiez plus tôt, que votre maîtresse soit esclave que votre patrie, il est vrai aussi que l'amour voudrait que vous consentissiez que Rome fût esclave et que Théraminthe fût libre. C'est même grâce à elle que la galanterie s'est diffusée partout en France. En vrai, c'est presque un effet Mathilda quand on y pense. Parce que c'est un homme qui est considéré comme le théoricien de la galanterie. Mais j'ai plus son nom. C'est Paul Pélisson qui est souvent considéré comme le premier théoricien avec son discours sur les œuvres de Monsieur Sarrazin en 1655. C'est à partir de là que la galanterie se définit en combinant plusieurs concepts flous comme l'urbanité ou la négligence diligente, une manière de dire que l'élégance doit sembler naturelle sans être excessive. Alors oui, mais du coup concrètement, on peut dire que ça se traduit dans la plume de La Fontaine ou de Molière, qui incarne parfaitement la fusion de l'art, de la conversation et du raffinement. Mais attention, la galanterie n'est pas seulement une question de forme, c'est aussi une question de fond. Elle permet de réguler les rapports sociaux, notamment entre les hommes et les femmes. Elle se nourrit d'une certaine distance, mais aussi d'une quête de séduction et de grâce. Pour les femmes, il y a aussi une pression à jouer un rôle passif. En gros, à l'époque, la galanterie c'est par les hommes, pour les femmes, suffisamment subtile pour jouer un rôle dans la séduction, mais on en parle jusque dans les livres. Par exemple, Molière n'hésite pas à le critiquer dans ses comédies. Dans l'École des femmes, il présente une vision de la galanterie où l'éducation des femmes n'est que l'amour, montrant haut et fort que la galanterie peut aussi être un moyen de maintenir les femmes dans des rôles secondaires. Chacun a ses plaisirs qu'il se fait à sa guise, mais pour ceux que du nom de galant on baptise, ils ont en ce pays de quoi se contenter, car les femmes y sont faites à coqueter. On trouve d'humeur douce et la brune et la blonde, et les maris aussi les plus bénins du monde. C'est un plaisir de prince et des tours que je vois, je me donne souvent la comédie à moi. Peut-être en avez-vous déjà fait rue quelqu'une, vous est-il point encore arrivé de fortune ? Les gens faits comme vous font plus que les écus, et vous êtes de taille à faire des cocus. Cette idée d'utiliser la galanterie pour dominer socialement est particulièrement présente chez les élites. Les hommes nobles, galants, étaient perçus comme ceux qui avaient le privilège de posséder ce je ne sais quoi qu'on appelait la grâce. Cela exclut, par principe, ceux des classes populaires ou de la bourgeoisie. Comme le montre le personnage de Monsieur Jourdain dans Le bourgeois gentilhomme de Molière, qui, malgré ses efforts, est un galant ridicule. Madame, ça m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être aussi heureux que d'avoir le bonheur que vous ayez eu la bonté de m'accorder la grâce de me faire l'honneur de m'honorer de la faveur de votre présence. Ah mais oui, je l'avais lu ce livre. Et d'ailleurs, ça me fait penser que c'était pas le seul Molière qui critiquait la galanterie. Rousseau aussi. Lui, il pense que ça éloigne l'homme de sa vraie nature. Tu sais, il me semble que c'est celui qui dit que l'homme est un loup pour l'homme, tout ça. Mais non, lui c'est Hobbes. Et puis malgré ça et la popularité des œuvres, la galanterie ne disparaît pas. Elle traverse l'histoire et change de forme. Elle est critiquée par les philosophes des Lumières et plus tard par les féministes. Mais ça reste un bout de la mémoire nationale. Et c'est là toute la richesse de la galanterie. Elle a su se réinventer et se transmettre à travers les siècles, de la littérature classique aux romances contemporaines, en questionnant les rapports entre les sexes et les codes sociaux. La galanterie, loin d'être figée, reste un modèle complexe, aussi bien admiré que critiqué. Vous l'aurez compris, la galanterie est à la fois un reflet du passé et un miroir de nos préoccupations modernes. Elle est à la fois un mythe et un modèle, une part de notre histoire culturelle et de notre imaginaire collectif. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette exploration de la galanterie vue par les écrivains. On espère que vous avez apprécié ce voyage dans le temps. N'hésitez pas à nous suivre pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À très bientôt pour l'épisode sur la galanterie et ses controverses.
Ce podcast a été créé par Célia Graillot, Margot Mondois et Lucie Anguard.